Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'être là. Dernier slot de la journée. Les courageux, ils sont là. Donc, tester ces conteneurs. Donc, bon, vous l'avez tous vu, spoiler alerte. Oui, c'est possible. Mais on va rentrer un peu plus en détail parce que sinon, c'est un peu trop rapide. Alors, tout d'abord, qui je suis? Je m'appelle Rami Temim. Avant, j'ai commencé en Java, un peu comme beaucoup de personnes. Mais avant d'être développeur back-end ou front-end ou quoi que ce soit, je suis avant tout un développeur, donc je touche un peu à tout. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au mouvement DevOps. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a de l'avenir dedans. Pour moi, un bon code, c'est simple. C'est un code qui est simple à lire et très important à modifier aussi. Inutile de dire que les codes avec des underscores partout, des 2 points et des implicites qui partent à droite à gauche, je ne suis pas du tout fan. Mais bien sûr, je n'attaque aucun langage. D'accord? Je ne vise rien du tout. Et bien que mon slot porte sur les tests, je ne suis pas du tout un aficionados du 100% test. On lance Sonar, on veut absolument une couverture impeccable. Je vous garantis, j'ai vu des projets avec une couverture de code à 30% qui étaient beaucoup plus fiables que des projets avec une couverture de code de 98%. Le projet où je suis actuellement, d'ailleurs, c'est ça. C'est 98%, mais en fait, ça ne vaut rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour ce dernier slot? D'abord, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi je me suis posé cette question? Comment tester son conteneur? C'est pas quelque chose qu'on... En tout cas, moi, je n'avais pas entendu ça avant. Et donc, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous permettre de vous amener en fait à la réflexion que je me suis posée et mieux comprendre pourquoi je me suis posé cette question. Une fois qu'on aura vu le pourquoi, bon, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on doit tester. Qu'est-ce qu'on veut tester quand on parle de test de conteneur? C'est vraiment ça, c'est un truc très important. Bon, après, on va passer un petit peu plus à la pratique, on va voir un peu comment faire, parce que bon, on a fait un spoiler, là on a dit que oui c'est possible, il est peut-être temps de savoir, il faudra savoir comment. Et enfin, on finira par une classique conclusion, et bien sûr le cocktail. Alors pourquoi? Donc la petite histoire, on va faire un peu le père Castor. C'est l'histoire d'un développeur, il avait un petit ticket à développer. Ok, il a pris le ticket, il est consciencieux, la compilation se passe bien, il avait bien fait des tests unitaires, c'était très bien, ça passait très bien, tout content. Test d'intégration, allez, il s'est permis le luxe d'en faire. Ça passe très bien. Même des tests end-to-end, ou de bout en bout, donc qui vont tester toute la chaîne de tests, impeccable. Et tout ça passé nickel sur la CI. On est tranquille. Et le déploiement, il passe bien. Je suis allé tester mon ticket sur l'application. OK, tout passe bien, je suis tout content. Et puis là, il y a le PO qui arrive et qui va tester ma story. Et il se retrouve devant un truc comme ça. Alors, inutile de vous dire que moi, je me retrouve devant ça, je me dis, mais c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Tout est passé, les tests end-to-end sont bons, il y a forcément un truc. Et bien en fait, du coup, bon, déjà j'étais un peu dégoûté, je vous cache pas. Et après, je suis parti en analyse. J'ai essayé de regarder et en fait, j'ai trouvé l'erreur venait d'où? C'était un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, en fait, il avait été corrompu parce qu'il y avait un rebase qui avait été compliqué, avec une branche qui datait depuis longtemps. Et une valeur du fichier de configuration, je ne vous dis pas que le fichier était complètement mauvais. Non, il y avait une valeur qui n'était pas bien mise. Il n'avait pas la bonne valeur. Ah ouais, pas de sens, on peut dire. Et le truc, c'est qu'en fait, l'application fonctionnait, on pouvait aller sur la page parce que cette valeur n'était pas encore utilisée. Alors du coup, là, j'étais un peu... Tiens, c'est intéressant. Voilà un cas d'usage que je n'avais pas vu, et il y a eu l'erreur. Bon, ça, c'était la petite minute histoire. Et donc, on va voir, suite à ce problème, la réflexion que je me suis dit. D'abord, dans un conteneur, qu'est-ce qu'on veut tester? D'accord? Mais on va passer par quelques petits chemins pour en arriver à là. D'abord, revenons aux bases. Ah ouais, ça bouge bien. À quoi servent les tests? Les bases des bases. Quand on veut tester quelque chose, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vérifier qu'il n'y ait pas de régression, que le code qui existait avant et qui fonctionnait de telle manière fonctionne toujours de la manière voulue. Et en plus, parce que les tests, ça ne sert pas que à ça, en plus, ça sert à nous assurer du bon comportement voulu. C'est-à-dire, on voulait que A plus A fasse B. Pour ne pas faire mathématicien, je n'ai pas voulu faire le 1 plus 1. Mais c'est ce qu'on veut, OK, et ben c'est ce qu'on aura. Les tests nous valident ce comportement. Et une fois qu'on a ces deux éléments-là, normalement, on est tranquille et on se dit, ça y est, j'ai bien fait mon travail, je suis un vrai professionnel et on est content. Pourtant, vous avez fait tout ça et on n'a pas eu ce qu'on voulait.
Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide des tests. Peut-être que certains la connaissent, d'autres non. Alors ça vient du site Open Classroom, hein, donc c'est assez classique, on va dire, dans le monde de la programmation. Ça définit différents niveaux de tests. Donc il y a les tests unitaires, tests d'intégration et tests d'interface de bout en bout, end-to-end. Ils ont plusieurs noms. Les tests unitaires, on les voit tout en bas de la pyramide, parce qu'en fait, on peut en faire beaucoup. Pourquoi on peut en faire beaucoup? Parce qu'ils sont peu coûteux, aussi bien en temps qu'en argent. L'implémentation doit être relativement simple. Ça, c'est en théorie, hein, bien sûr. En pratique, ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ça l'idée, c'est que les tests unitaires doivent être nombreux parce qu'ils sont simples et rapides à mettre en place et à exécuter. Légèrement au-dessus, les tests d'intégration, un peu plus complexes, un peu plus coûteux en temps, un peu plus coûteux peut-être à implémenter. C'est une autre utilisation des tests. Et enfin, tout en haut, les tests de bout en bout. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup de projets où j'ai pu aller où il y avait de bons tests de bout en bout. Mais quand ils sont mis en place, c'est très efficace. Revenons un peu à notre sujet. Nous, nos tests, quand on se dit tester nos conteneurs, qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on se situe dans cette pyramide? Moi, ce que je me suis dit, c'était là. Moi, je veux des tests unitaires. Je veux des tests rapides, simples et efficaces. Gardez bien ça à l'esprit pour toute la suite de la présentation, parce que c'est vraiment un élément important. Alors, les tests unitaires et les tests d'intégration tels qu'on les connaît habituellement, c'est-à-dire ceux qu'on lance dans notre code, dans notre environnement de développement, ce genre de tests, la grande majorité des cas, normalement, il n'y a aucun déploiement. On ne va pas lancer son conteneur. Je sais que certains tests d'intégration, dans de rares cas, mais ça existe, lancent leur conteneur. Ça reste quand même une minorité. La plupart des tests d'intégration, c'est quelque chose qui tourne par exemple dans la mémoire ou ce genre de choses. Ce genre d'éléments, s'il n'y a aucun déploiement, c'est très simple. Aucun conteneur n'est testé. Il n'y a rien qui est déployé, donc forcément, ce n'est pas testé. Donc, par rapport à mon problème, OK, les tests unitaires classiques qu'on écrit, les tests d'intégration classiques qu'on écrit ne peuvent pas répondre à ma problématique. Donc je me dis que j'étais content parce que moi j'avais fait mes TU, mes TI, mais c'est normal alors que je n'ai pas pu attraper ma petite erreur. Les tests end-to-end. Donc ça, j'aime beaucoup les tests end-to-end. Je les trouve vraiment très, très utiles dans un projet. Et notamment parce qu'en fait, il y a un déploiement complet de la stack. Si on veut pouvoir tester tout, c'est-à-dire le front, le back, la base de données, on doit tout déployer et nous assurer du bon fonctionnement des éléments de A à Z. Pour moi, ça a vraiment une très, très grosse plus-value. Et bien sûr, donc, là, on est en train de dire qu'on doit tout déployer. Ça veut dire qu'on doit déployer, normalement, on respecte le même process de déploiement, on déploie aussi nos conteneurs. Et donc, c'est un test vraiment complet. Oui, ça va peut-être vous surprendre, mais oui, en faisant des tests end-to-end, on teste déjà nos conteneurs. Ça, c'est un point important, il y a encore un petit bonus en plus qui pousse à mettre en place des tests end-to-end. Cependant, c'est là que je me suis dit, les tests end-to-end, il y a quand même pas mal de problèmes avec. Déjà, ils sont peu précis. Qu'est-ce que ça veut dire peu précis? Si vous avez un test end-to-end qui tombe en erreur, l'erreur, elle n'est pas forcément facile à interpréter. Est-ce que c'est la base de données il y avait une colonne qui manquait? Est-ce que votre back-end, finalement, ce n'est pas la bonne version qui est déployée? Ou tout simplement un nul pointeur exception? L'erreur ne remonte pas facilement, et donc le test end-to-end, surtout qu'en général, il a un but fonctionnel, n'est pas facilement traduisible. L'implémentation peut être lourde. Personnellement, il y a peu de projets où je suis allé où il y avait déjà en place des tests end-to-end. Et pourtant, c'est très utile. Mais quand il s'agit de mettre en place des tests end-to-end sur un projet qui n'en a pas encore, ça peut être un peu compliqué à mettre en place, selon la stack technique. Donc déjà, il y a cette implémentation-là qui est compliquée. Et en plus, faire un test end-to-end pour son ticket, changer son label au niveau de l'interface graphique ou rajouter une colonne dans la base de données, il faut rajouter pas mal. Le test end-to-end peut être relativement coûteux à implémenter. C'est long. On a dit qu'il fallait déployer toute une stack. Si la stack prend du temps à se déployer, forcément, ça prend du temps. Et les tests qui sont longs, ce n'est pas ça qu'on veut. On a dit qu'on voulait des tests unitaires, donc les tests devaient être rapides. Et enfin, si vous êtes, par exemple, actuellement chez mon client, on est sur une infrastructure cloud. Chaque déploiement, ça coûte de l'argent. Donc, si je dis à mon client, je ne suis pas sûr de mon truc, je vais lancer 15 déploiements par jour, c'est mignon, mais ça commence à coûter, quoi. Donc voilà, les tests de bout en bout sont très bien, très efficaces, mais ne répondent pas totalement à notre problématique de créer des tests unitaires sur des conteneurs. Bon, c'est bien beau tout ça. Maintenant, on sait qu'on veut faire des tests unitaires, on a bien compris, mais au final, qu'est-ce qu'on va tester?
Alors, quel code dans un conteneur? J'ai eu beaucoup de mal pour trouver la définition, le titre de cette slide. Au final, je me suis dit quel code, parce que c'est ce qu'on veut tester. Nous, on veut tester du code. Dans un conteneur, il y a quoi? Notre exécutable, notre application. C'est ça qu'on va tester. Mais normalement, ça, c'est testé par les TU et les TI qu'on a déjà fait. OK. Donc le fonctionnel, les algos, tout ça, c'est testé dans les TU et les TI. Par contre, il y a aussi un Dockerfile qui nous a permis. Éventuellement, on ne va pas rentrer dans. Il y a d'autres façons de créer des conteneurs, mais les Dockerfiles sont le moyen le plus courant. Et c'est là-dedans où il y a pas mal de. En tout cas, il y a du texte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de texte dans un Dockerfile. Et enfin, le entry point. Le entry point, alors, il n'est pas obligatoire, mais c'est ce qui va définir ce que le conteneur va lancer à son démarrage, par exemple. Dedans, il peut y avoir du code. Des fois, beaucoup de code. Trop de code, même. Alors, je vous propose qu'on va vérifier chaque élément un par un. Chacun aura sa slide et on va vérifier pour chaque élément qu'est-ce qu'on veut tester. Dans l'app, bien qu'on ne va pas tester donc, le code source lui-même qui a déjà été testé par d'autres tests unitaires, on est en droit de se demander est-ce que dans notre compteur, est-ce qu'il y a la bonne version? C'est tout bête. Imaginez que quelqu'un il travaille sur une autre branche, une vieille branche, et il a poussé son image Docker par erreur. Voilà. On est en droit de se demander donc est-ce qu'on a la bonne version de notre code? On peut aussi vérifier les dépendances. Si votre application, par exemple, a besoin de certains outils pour fonctionner, un programme, ou les dépendances, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une source d'erreur. Une source d'erreur qui ne sera pas identifiée par les précédents tests unitaires, intégration. Donc ça, c'est un autre élément qu'il nous faudrait tester. Et enfin, tout ce qui est configuration. À la base, ma petite erreur 500, quand je suis passé pour un idiot, là, c'est parce que il y a le fichier de configuration qui n'était pas bon. Donc ça aussi, on doit pouvoir le tester. Le Dockerfile. Alors j'espère que vous voyez. Bon, je vous rassure, il y a pas forcément le contenu n'est pas forcément super intéressant. C'est juste ce que j'ai essayé de faire. En fait, c'est la plupart des Dockerfiles que je rencontre se ressemblent plus ou moins à peu près. Ils commencent souvent par une partie initialisation technique. Ce que j'appelle initialisation technique, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on récupère apt-get update, on installe éventuellement les différentes versions de Node. Là, j'ai installé curl, les différents outils dont on va avoir besoin pour faire fonctionner notre application. C'est ce que j'appelle la partie initialisation technique. Il y a aussi la partie code source, c'est un peu, on va copier notre code source, notre exécutable, et c'est lui qu'on va faire tourner. Et une fois qu'on a fait ça, il y a éventuellement la configuration du conteneur. Donc là, je parle vraiment du conteneur lui-même, ses volumes. Là, c'est vraiment très système, ses volumes, les ports qu'il va exposer, la configuration même de son conteneur. Et enfin, après, on lance enfin notre application. En général, c'est l'exécution de notre programme. Donc là, c'est le Dockerfile. Toujours pareil, des éléments qui sont à tester, qui peuvent être intéressants à tester, mais qui actuellement ne sont pas à tester. Le entry point. Alors, le entry point, c'est un peu, on fait ce qu'on veut là-dedans en fait. Hein, c'est un script, ça peut être n'importe quoi, donc on met ce qu'on veut dedans. Moi, souvent, les entry points que je vois, il y a souvent des vérifications des paramètres qui sont passés. Est-ce que ça a déjà été cité? C'est une sorte de nous assurer qu'on n'a pas oublié tel ou tel paramètre. Ensuite, il y a encore de la configuration, mais qui est mise des fois en dur. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Et modulo quelques logs, on va exécuter notre programme. Au final, ça fait pas mal de choses qui ne sont pas testées par les TU, les TI, et difficilement testables par les tests end-to-end. Parce que si on devait faire un test end-to-end pour vérifier chaque dépendance qu'il y a dans les conteneurs, ouais, on va en écrire des tests end-to-end. Donc, c'est très important. Alors, cette diapo-là est en fait la conclusion de qu'est-ce qu'on veut tester. On veut tester la configuration de notre application. Utilisateur back-end, on veut tester notre fichier l'application.yaml. Enfin, tous les fichiers de configuration, ça a testé. Et on a vu qu'il y a plein d'éléments, on en a, et ils ne sont pas testés. Les dépendances. Imaginez, par exemple, que vous avez la mauvaise version de Java dans votre conteneur. Ouais, pas de sens. Et franchement, une erreur de version de Java, des fois, ça peut être très, très, très compliqué à détecter. Et enfin, le paramétrage du conteneur. C'est quelque chose qui n'est pas testé, ça non plus. Les volumes qui sont montés, les ports. Ces trois éléments-là, je me suis dit, OK, actuellement, ces trois éléments, on ne les teste pas. Et bizarrement, personne ne m'en a parlé dans mon équipe ou dans mes anciens projets. Du coup, je me suis dit, voilà, ça, il faut le tester, il faut que je trouve comment faire pour tester ces éléments-là. Bon, vous avez de la chance, je suis là pour justement vous dire ce que j'ai trouvé pour comment faire pour les tester. Alors, comment faire?
je vais vous montrer deux méthodes différentes pour les tester. Les deux méthodes sont elles sont un peu opposées en fait. Il y en a une qui va, vous allez voir, la première c'est assez original et très manuel, et la deuxième carrément utilise un framework qui est vraiment fait pour ça. On va voir les avantages et les inconvénients de chacun. Je n'ai pas mis tous les frameworks de test. En même temps, il n'y en a pas 10 000, mais voilà, le but c'était vraiment de vous présenter les deux plus gros, les deux qui étaient le plus intéressants. La première, elle est assez originale, en fait, je trouve. Pour info, je l'ai trouvée dans un... Alors, vous pouvez voir en bas comment je l'ai trouvée. C'est sur GitHub, il y a quelqu'un qui dit mais attends, si tu veux tester ton conteneur, bah tiens, tu peux faire ça. Tu n'as besoin de rien. Parce que quelqu'un voulait proposer une évolution à Docker avec un système de test, justement, avec OnTest. Et quelqu'un dit mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu te crées un conteneur de test, en fait. C'est assez intéressant parce que là, ça, c'est votre conteneur qui va contenir votre application. L'application que vous allez vraiment faire tourner jusqu'en prod. D'accord ? Et c'est elle qu'on veut tester. Et là, en fait, on va créer un autre conteneur qui va se baser sur notre conteneur qui va tourner en prod. Quand on se dit se baser, ça veut dire qu'il aura tout du conteneur qui va tourner en prod. La seule chose qui va changer, c'est quoi ? Son entry point. Son entry point sera différent et c'est là qu'il va pouvoir lancer le test. Bon, ça, c'est la théorie. Je vous propose de passer un peu à la pratique. À gauche, vous voyez le Dockerfile classique. Donc là, c'est un Dockerfile très simple qui lance une application Java. D'accord ? On ne peut plus simple, le conteneur par défaut. Et là, le conteneur de droite, c'est ce que j'appelle le conteneur de test. Test.dockerfile, il s'appelle. Il va se baser, donc il va tirer le conteneur de gauche. Disons que le conteneur de gauche s'appelle Spring Boot. D'accord ? Ouais, je suis un développeur Java à la base. Donc lui, il va se baser sur le conteneur Spring Boot. Il va commencer par rajouter les dépendances dont il va avoir besoin pour exécuter ses tests. Attention. Je ne parle pas des dépendances que va avoir besoin le premier conteneur. Non. Là, c'est les dépendances du conteneur de test. Et enfin, il va aller lancer son test conteneur.sh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce test conteneur.sh ? Bon, bah là, c'est un peu la foire. On fait un peu ce qu'on veut. Hein. C'est un script. Donc là, par exemple, ce que je décide de faire, c'est que je vais lancer l'application Java, app.jar. C'est celle qui est lancée par le conteneur de prod. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un curl dessus pour vérifier que sa santé, elle est bonne et qu'il renvoie bien up. D'accord ? Donc, test conteneur.sh, script shell. En soi, je peux vérifier beaucoup de choses ici. Je peux vérifier que le fichier existe. Je peux vérifier tout ce qui est justement les configurations. Alors, j'ai trouvé cette méthode très astucieuse. Et je vais vous donner mon avis là-dessus, en fait. Aussi bien les points positifs que négatifs. Il y a une grande liberté d'implémentation. Comme vous l'avez vu, hein, on lance un script shell. Donc, on fait ce qu'on veut dedans, mais en soi, on n'est pas obligé de lancer qu'un script shell. Hein. Si vous voulez lancer un script, un langage obscur, Perl, pourquoi pas. Ouais, vraiment obscur celui-là. C'est du white only. Hein. On ne peut pas lire ce langage. Libre à vous de le faire. Mais on va voir ça plus tard. Aucun outil supplémentaire. Ça, c'est très important. Si demain, vous voulez aller sur votre projet et vous voulez tester votre propre conteneur en local, tranquillou, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous n'avez besoin de rien, juste de votre Docker. Ça, c'est un autre point très positif à cette méthodologie. Rapidité d'exécution. Il y a la petite étoile. Petite étoile, pourquoi ? En plus, on arrive au Black Friday demain, donc faites attention à lire les petites étoiles. La rapidité d'exécution, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça va dépendre, bien évidemment, des commandes de test que vous allez lancer. Si dans votre script de test, vous avez un slip 90, forcément, votre test sera naturellement lent. Par contre, il n'y a pas d'overhead, il n'y a pas de surplus de temps dû à l'utilisation de ce conteneur de test. Lancer un conteneur, c'est rapide. C'est ce que je veux dire avec la petite étoile. Et bah, de la même manière, une grande liberté d'implémentation, pour moi, c'est aussi un inconvénient. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Chaque développeur a sa méthodologie. Et si chaque développeur a sa méthodologie, il peut utiliser des symboles pour développer son test. En plus, il n'y a pas de gestion forcément d'erreurs. Bon, on peut lancer des scripts Ansible, par exemple, mais ça veut dire que la maintenance risque d'être très compliquée. Et ça, moi, j'aime pas. J'aime pas quand c'est compliqué. Moi, je veux un truc simple. L'implémentation peut être lourde, forcément. Ce qu'on a vu, un script shell, par exemple, le truc classique, c'est très lourd à maintenir, des scripts shell. Alors, voici un autre framework, Container Structure Test. Donc lui, il a été fait pour tester les conteneurs. À la base, il a été initié par Google il y a à peu près 2 ans maintenant.
Il est open source, hein, donc vous pouvez aller sur GitHub, vous pouvez aller vérifier le code source et le modifier comme vous voulez. En fait, c'est 11 mars. Ça. Bon. Il est très intéressant. Il permet de tester plusieurs choses. L'existence d'un fichier, le contenu d'un fichier, mais pas seulement. La sortie d'une commande. On va voir un petit exemple, notamment de la sortie d'une commande. Et enfin, chose très intéressante, les métadatas du container. Ça va être très intéressant, on va voir aussi après dans l'exemple. Alors pour info, c'est utilisé actuellement chez Azure dans leur stack DevOps. Par contre, alors, de 1, ils n'ont pas fait de lien vers le projet GitHub, et de 2, certains commentaires disent qu'il y a des erreurs dans l'implémentation, quand Azure a installé ça sur leur serveur. Donc si vous êtes sur Azure et que vous voulez l'utiliser, faites attention quand même, regardez les issues qui existent. En pratique, ça donne quoi? À gauche, le Dockerfile. Un Dockerfile très simple, avec un utilisateur. J'ai cité un utilisateur que je me suis dit, tiens, on va tester ça. Et allez, on expose le port 8080. D'accord? Et on lance toujours une application app.jar, un Java. Eh bien, le test, c'est du YAML. Donc c'est lisible. Je sais que certains n'aiment pas le YAML, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il soit lisible. Il est assez simple. Donc là, par exemple, command test, name, OK, là, je vais dire, je vais vérifier la version de curl. La commande, c'est curl. Je lui donne comme argument version. Et j'attends comme sortie, je lui donne une expression régulière. Donc je peux vérifier les dépendances, par exemple. Et petite anecdote d'ailleurs, Java, ça c'est le truc qui m'a vraiment surpris pendant la préparation de cette slide. Quand vous tapez Java version, en fait ça ne sort pas dans la sortie standard, ça sort dans la sortie d'erreur. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça en Java. Et ça m'a vraiment surpris parce que du coup, j'ai dû utiliser, mais au moins ça me permet de montrer. On peut aussi vérifier les erreurs. Donc là, je vérifie que je viens du 1.8. Je vous garantis que ça va, vous pouvez regarder sur Google, c'est quelque chose d'assez surprenant. Mais bon, donc là vous voyez en fait command test, qu'est-ce qu'il fait? On peut tester avec des expressions régulières le résultat de nos commandes. On peut tester l'existence, ou bien évidemment la non-existence, d'un fichier. Par exemple, l'existence d'un fichier de configuration, d'un fichier lock, tout ça, on peut le tester. Et enfin, la partie qui est en bas, metadata test, que je trouve très intéressante. En fait, on va pouvoir tester, quand vous faites Docker inspect votre conteneur, vous avez des informations sur votre conteneur. Et bien là, vous pouvez toutes les tester, les vérifier, les volumes, les labels, les names. Tout ça, vous allez pouvoir les tester. Ce que je trouve plutôt pas mal. Bon. Allez. Et en plus, pour finir, il nous fait même une petite sortie jolie. Alors, si vous ne voyez pas, hein, c'est pas grave, hein, à lire, c'est pas forcément intéressant. Mais quand le test passe, en gros, il nous met un truc vert. Quand le test est en erreur, il nous dit que c'est en erreur. Tu voulais cette sortie-là. Et là, il dit, voilà la sortie que j'ai obtenue. Ça ne correspond pas. Le truc classique, mais bon, quand on veut faire du test, c'est très pratique. Et enfin, on a un résultat en bas. Le résultat, vous pouvez aussi... Alors là, je l'ai fait afficher en format graphique, on va dire. D'accord? Mais on peut très bien aussi l'avoir en format JSON, si vous voulez l'incorporer, l'interpréter comme vous voulez dans votre CI. Alors au final, qu'est-ce que je pense de conteneur structure test? C'est très simple. Je ne vous casse pas que j'aime bien ce qui est simple. Donc ça, c'est un bon point. Très simple à apprendre. La documentation est plutôt bien fournie. C'est sur le GitHub. Très facile à écrire. Les fichiers sont simples à écrire et à lire. Et donc à utiliser. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, c'est une simple commande, conteneur structure test, paf, config mail, et c'est fini. La maintenance est donc facile, c'est du YAML. Donc, et en plus, les cas sont assez, commande test, file existe ou pas, voilà, c'est assez parlant. Et donc là, ça facilite la maintenance, en tout cas plus qu'un script shell, ça c'est sûr. Et par rapport à ce qu'on avait vu, les différents trucs qu'il faut tester, ça couvre les besoins courants. La grande majorité de ce qu'on avait demandé, ça peut les couvrir. De la même manière, c'est rapide d'exécution, c'est-à-dire le framework est très rapide à exécuter. D'accord? Par contre, si dans les tests, dans command test, vous mettez des sleep 90, forcément, ça va être lent. Et de la même manière, on peut ne pas aimer le manque de liberté d'implémentation. Vous avez 4 cas d'usage, d'accord? Donc existence d'un fichier, vérification des métadatas, contenu d'un fichier et tester la sortie d'une commande. Si vous voulez faire autre chose que ces 4 éléments, faut trouver autre chose. Donc ça peut gêner certaines personnes, ce que je peux comprendre aussi. Nécessite d'installer un binaire. Alors pourquoi je dis ça? Après tout, tout le monde peut installer un truc sur son ordinateur. Oui et non.
J'ai travaillé dans des contextes, par exemple, notamment dans un contexte bancaire, où on n'avait pas la main sur la CI, on pouvait difficilement installer quelque chose dessus. Si vous êtes dans ce cas-là, bah, pas de sens. Ouais. Enfin, il faudra trouver un autre outil que Container Structure Test. Ça évolue lentement. Qu'est-ce que j'appelle évolue lentement? Le dernier commit date d'il y a 3 mois. L'outil est quand même stable. Vous avez vu qu'il utilisait notamment c'est Azure, mais voilà, ça évolue lentement, mais il prend son temps. Alors là, promis, c'est bientôt fini. Pourquoi, je me suis posé cette petite question, pourquoi on ne teste pas nos conteneurs? Finalement, on a vu que c'est possible. Et en plus, c'est relativement simple et c'est rapide. C'est facilement intégrable dans une CI où on a la main dessus. Et ben en fait, je me rends compte que dans plein de projets, on a l'habitude de tester son code. Je reprends mon exemple. J'ai fait mon petit ticket, ma story, ok. Bah, j'ai fait mes tests unitaires, mon test qui touche mon truc, mais je n'ai pas testé le livrable. Ça va de mieux en mieux, notamment avec les mouvements DevOps, ce genre de choses, ça va de mieux en mieux. Mais il y a quand même certains projets où les habitudes sont ancrées, qui n'ont pas encore cette habitude de tester le livrable. Ça manque d'outils. Je ne vous casse pas que quand j'ai cherché tous les outils qui existaient pour tester les conteneurs, ça ne se bousculait pas au balcon. Il y en a un que je n'ai pas cité qui s'appelle Degos. Alors Degos, comme si vous avez des gosses en fait. Il existe, il n'est pas forcément super utilisé, mais ça manque d'outils, en gros. Et les solutions alternatives. Alors qu'est-ce que j'appelle solutions alternatives? C'est notamment les tests end-to-end. Comme on a vu, ça déploie le conteneur et donc ça répond en partie au besoin de tester ces conteneurs, modulo bien évidemment toutes les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors enfin, la conclusion. Allez. Oui, c'est possible, bon, ça on le savait depuis le début, mais surtout ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est simple et que c'est facile à faire. Tout le monde peut le faire. Même juste si à partir du moment où vous utilisez des conteneurs, vous utilisez Docker, donc vous pouvez les utiliser avec la méthode numéro 1. C'est quand même pas fréquent. Si moi j'arrive sur un projet, je regarde la CI, tiens, vous avez une step ici qui s'appelle tester ces conteneurs, vous faites quoi dedans? C'est quand même non usuel. Ça peut surprendre. C'est très utile, je trouve, pour la configuration, notamment, quand on veut tester les valeurs d'un fichier de configuration, mais aussi quand on veut tester les dépendances, comme on a vu, les 3 éléments et les 3 boules de couleur là qu'on veut tester. Ça reste très utile, et pour la configuration, encore plus, je trouve. Alors du coup, est-ce que c'est à faire? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ce que je dirais, c'est pas toujours. Voilà. Je ne suis pas fan du 100%. Tester pour tester, c'est pas ce que je dirais. Par contre, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Vous avez souvent des déploiements qui tombent en erreur à cause d'un fichier de configuration. Beaucoup de configurations qui s'entrechoquent. Des dépendances qui évoluent rapidement. Ou au contraire, vous avez bien figé un environnement de conteneur et vous voulez le maintenir. Vous ne voulez pas qu'il soit modifié. Là, vous êtes dans les cas où ça sera très utile, je pense, de le mettre en place. Par contre, si finalement vous n'avez rarement des problèmes avec la configuration de vos conteneurs, bon, ça fait pas de mal. Avoir la plus-value. Ça, c'est libre à vous de décider. Merci beaucoup d'être resté ici jusqu'à maintenant. Et surtout, si vous avez des questions. Salut, je voulais savoir si tu avais eu des expériences aussi sur d'autres frameworks Python ou Ruby, genre test infra et server spec. Alors attention, je ne veux pas tester toute l'infra. Je vais tester uniquement le code de mon conteneur. Je ne connais pas ces deux-là en question. Okay. Mais ce qui est très important de se dire, c'est qu'on veut tester son conteneur de façon isolée. C'est justement la différence par rapport à des tests end-to-end ou des tests d'intégration. On me dit qu'ils peuvent faire la même chose. Ils peuvent faire la même chose, mais ce n'est pas forcément adapté pour un usage container parce que c'est fait pour tester une infra. En fait, on peut tester la présence comme tu l'as fait, mais on peut aussi tester des ports ouverts, la présence d'un paquet, etc., etc.